Bonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de ce double épisode consacré au microbiote. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux maladies non digestives liées à une dysbiose. Nous allons donc maintenant nous intéresser à l'obésité et au diabète de type 2, que l'on dit diabète gras, qui est une pathologie qui touche beaucoup de Français. Pouvez-vous nous expliquer quel rôle peut jouer le microbiote dans ces pathologies ? On sait aujourd'hui, et c'est le fruit de 2 décennies de travaux, qu'il y a une interconnexion entre le métabolisme et puis le microbiote intestinal. Alors on a observé notamment qu'en cas de dysbiose, donc de déséquilibre de la flore intestinale, il allait y avoir une concentration accrue de certaines bactéries et de lipopolysaccharides. Alors ces substances, avec ce nom un petit peu compliqué, vont attaquer en fait l'intestin, les cellules intestinales, et ouvrir en quelque sorte le passage. La dysbiose va conduire à l'ouverture de l'intestin, donc on appelle l'intestin poreux ou l'intestin hyperperméable. Ces fameuses substances lipopolysaccharides vont ensuite passer dans la circulation sanguine et à partir de là, elles vont aller attaquer entre guillemets les organes, donc ça peut être le foie, mais également le tissu adipeux, et du coup, il va y avoir une espèce d'inflammation locale dans le tissu adipeux qui va participer au maintien du tissu graisseux, par exemple dans l'abdomen d'une personne donnée. Donc ça, c'est pour vous dire un mot du mécanisme de l'obésité secondaire à un déséquilibre du microbiote. Alors l'obésité, bien évidemment, il y a des facteurs multiples, il y a les facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux et des facteurs nutritionnels. Alors on sait notamment que la composition du microbiote entre un individu non obèse et un individu obèse est différente. Le sujet obèse va avoir une diversité bactérienne moindre, va avoir un déséquilibre entre les bactéries inflammatoires et les bactéries anti-inflammatoires. Donc ça, c'est une constatation factuelle. Alors, il y a 2 expériences très intéressantes dont je voudrais vous parler. Il y a celle de la souris sans microbiote. Alors, on prend une souris sans microbiote, donc une souris dite axénique, et on lui transplante du microbiote d'une souris qui est obèse. Eh bien, la souris, donc stérile de départ, qui n'était pas en obésité, va devenir à son tour obèse parce qu'elle a récupéré en quelque sorte le microbiote de la souris obèse. Alors, il y a une démonstration encore plus incroyable, cette fois-ci chez l'humain. Un patient qui était non obèse et qui avait une infection à Clostridium difficile, qui est l'indication classique de la transplantation fécale, a reçu une transplantation fécale de sa fille qui, elle, était obèse. Et bien, le résultat, c'est qu'il a développé à son tour une obésité. Donc voilà, donc là, c'est la preuve, je dirais, absolument incontestable de l'influence directe du microbiote intestinal sur l'obésité. Nous avons maintenant une question d'une auditrice, Audrey, qui nous demande « J'ai essayé de nombreux régimes et je n'arrive pas à maigrir. Est-ce que les probiotiques peuvent m'aider ?» Tout d'abord, il faut préciser qu'il existe 2 catégories d'obèses. Il y a des obèses, donc c'est à peu près 20 à 40% des sujets en France et au Danemark qui ont une flore appauvrie, avec aussi trop de bactéries nocives, notamment les protéobactéria. Et puis, il y a des obèses qui, eux, ont une flore intestinale, donc un microbiote intestinal sans dysbiose. Eh bien, entre les 2 groupes, on s'est aperçu que les 2 ne répondaient pas de la même manière au régime et à la chirurgie bariatrique, qui est, vous savez, la technique chirurgicale qu'on va utiliser chez les obèses, qu'on n'arrive pas à faire maigrir en quelque sorte avec les régimes. Donc, ça dépend un peu du profil phénotypique, microbiotique du sujet, s'il va répondre ou pas au régime et s'il va répondre ou pas à une chirurgie bariatrique. Donc tout ça pour vous dire également que les probiotiques, bien sûr, si on arrive à implanter les probiotiques, ils peuvent avoir un effet bénéfique sur l'obésité. Ils peuvent également donc influer les hormones régulatrices de l'appétit. Et donc c'est une piste de recherche extrêmement intéressante. À l'avenir, on saura probablement quelles bactéries utiliser chez le sujet obèse pour l'aider dans sa perte de poids en complément des régimes et éventuellement de la chirurgie bariatrique.
Il existe encore une autre preuve du lien entre l'obésité et le microbiote intestinal, c'est que lorsqu'on fait une chirurgie bariatrique, donc une sleeve gastrectomie ou un bypass, eh bien on sait qu'on va modifier le microbiote et on va redonner une diversité de bactéries aux patients. Et à ce titre-là, il va du coup retrouver une meilleure sensibilité à l'insuline et ça va avoir de ce fait un effet bénéfique aussi sur le diabète de type 2, donc le diabète gras qu'on retrouve chez le patient obèse. Je voudrais ajouter ici que les éléments que je vous ai donnés s'appliquent aussi au surpoids. Surpoids ou obésité, c'est un petit peu, à des degrés différents, les mêmes mécanismes. Nous allons maintenant parler d'un sujet très important puisqu'il s'agit du système cardiovasculaire. Pouvez-vous nous dire s'il existe un lien entre le microbiote intestinal et les maladies du cœur? Tout d'abord, précisons que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité en France, loin devant les cancers, et que ça va toucher 30% de la population avant 70 ans. Donc les stratégies actuelles dans les maladies cardiovasculaires, ça vise à corriger les facteurs de risque. Donc l'hypertension artérielle, le surpoids ou l'obésité, le tabagisme, l'hypercholestérolémie par exemple. Mais on s'est aperçu que malgré la correction de ces facteurs de risque, il y avait un risque supplémentaire, dit résiduel, chez certaines personnes. On a constaté parallèlement à ça qu'il y avait des bactéries d'origine buccale dans les plaques d'athérome. Vous savez, les plaques d'athérome, c'est ces fameuses plaques qui vont aboutir au rétrécissement, puis à la sténose de l'artère, et donc entraîner le syndrome coronaire, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux. Et donc, en fait, il y a des bactéries d'origine buccale, chez des gens notamment qui ont une parodontite, c'est-à-dire une inflammation de la gencive. Ces bactéries vont migrer, passer dans le tube digestif, être absorbées ensuite via un intestin hyperperméable et aller sur ces plaques d'athérome. Elles vont aider à leur développement et même à leur rupture, ce qui va aboutir à l'accident vasculaire aigu. Donc, il y a un lien, là encore, entre le microbiote buccal, pour le coup, les accidents vasculaires, et ça passe bien évidemment par un intestin hyperperméable et donc en rapport avec une flore intestinale déséquilibrée. Donc vous voyez, le microbiote intestinal est partout et joue un rôle central, même dans les maladies cardiovasculaires. Vous avez choisi maintenant de nous parler de la relation tout à fait étonnante qui existe entre le microbiote intestinal et le système nerveux. Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est la réalité. Je peux vous donner quelques exemples concrets. On a observé qu'entre les souris stériles, donc sans microbiote, et des souris normales, il y avait une différence au niveau du cerveau. Et en cas d'absence de microbiote, les souris avaient un défaut de maturation du cerveau. Donc c'est assez troublant. On a observé aussi que dans le sang des personnes ayant une maladie neurologique ou psychiatrique, il y avait un déséquilibre entre les bactéries pro-inflammatoires et les bactéries anti-inflammatoires. Alors les mécanismes sont multiples. On a d'une part le passage de certaines substances, notamment bien évidemment des fameuses bactéries, ces bactéries toxiques qui vont passer à travers l'intestin et ensuite migrer dans le cerveau à travers un intestin hyperperméable et entraîner différentes manifestations. Alors on sait aussi qu'on parle bien ici du microbiote intestinal. Son nom le plus fréquemment utilisé, c'est deuxième cerveau. On l'appelait avant système nerveux entérique, et je l'appelle moi le patron du corps humain. Donc dans le microbiote, il y a des centaines de millions de neurones, et ces neurones vont avoir comme fonction d'envoyer des renseignements au cerveau. Et lorsqu'il est déséquilibré, le cerveau va recevoir des informations négatives et ça va participer au développement des différentes maladies. D'un point de vue clinique, aujourd'hui, on peut affirmer d'une façon certaine que le microbiote joue un rôle dans les maladies psychiatriques, donc problèmes d'humeur, de dépression, dans également les troubles du spectre de l'autisme, et puis dans les maladies neurologiques. Vous pouvez avoir un rôle important dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie de Parkinson, voire même dans la sclérose en plaques. Je voudrais détailler un point important, c'est par rapport aux troubles de l'humeur, puisque c'est un problème qui concerne plus ou moins tout le monde. On sait d'une façon claire que le microbiote intestinal va réguler la réponse au stress.
Alors on l'a étudié chez la souris, notamment, qu'on expose à un éclairage puissant, c'est ce qu'on appelle le test de l'open field. Et donc, lorsqu'on fait ça à une souris, on va constater dans son sang une augmentation de son taux de cortisol, qui est, comme vous le savez, l'hormone du stress en quelque sorte. On a observé aussi que sur des souris sensibles au stress, lorsqu'on leur donnait certains probiotiques, on allait réduire leur comportement anxieux. Et ça, c'est vrai essentiellement avec 2 probiotiques qui sont Lactobacillus rhamnosus et Bifidobacterium infantis. Alors, encore une fois, là, c'est une démonstration chez l'animal, ce qui ne veut pas dire que si vous êtes anxieux et que vous prenez ces probiotiques, vous allez, du coup, ne plus être anxieux. Ce serait un peu manichéen que de dire ça. L'animal, les choses sont claires. Chez l'homme aussi, en fait. Puisque en imagerie par résonance magnétique, donc IRM, ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va voir l'activité cérébrale de l'humain, eh bien, si on lui donne des probiotiques, on va voir que la zone qui concerne les émotions va être modifiée à l'IRM suite à la prise de probiotiques. On a également étudié des patients qui n'avaient pas de problème de santé particulier et on a évalué leur humeur avant et après prise de prébiotiques. C'est une étude de 2015 et on a observé que leur état s'améliorait après la prise de prébiotiques. Actuellement, on a un certain nombre d'études d'intervention en cours, c'est-à-dire qu'on prend des patients qui ont une anxiété au-dessus de la moyenne, on va leur donner des probiotiques ou des prébiotiques et on les suit et on voit si, tout simplement, les probiotiques ou les prébiotiques vont les améliorer et réduire leur anxiété. Donc je pense que dans les prochaines années, on aura une possibilité de prescrire un probiotique précis dans ce type de situation. L'autre maladie psychiatrique que vous citiez tout à l'heure est l'autisme. Oui, alors historiquement, on s'est intéressé au lien entre le microbiote et l'autisme parce qu'on a observé qu'il y avait une fréquence très élevée de symptômes digestifs. Donc les autistes ont beaucoup de douleurs abdominales, de ballonnements, de constipation notamment. Donc du coup, le microbiote intestinal a été étudié. Et on a constaté effectivement que là aussi, dans cette maladie-là aussi, il existait une dysbiose. Donc du coup, ça a donné une idée à un médecin qui a prescrit un antibiotique à plusieurs autistes et il a observé une amélioration de leur état. Par conséquent, on pense qu'en modifiant le microbiote, on pourrait améliorer les autistes, mais évidemment, ce n'est pas si simple puisque dans l'autisme, il y a des facteurs probablement génétiques et des facteurs environnementaux qui jouent un rôle également important. Dernier focus qu'on pourrait faire, c'est celui avec la maladie d'Alzheimer, puisque dans la maladie d'Alzheimer, il y a des dépôts caractéristiques dans le cerveau qu'on voit en IRM ou sur les autopsies, et ce qu'on appelle des dépôts amyloïdes. Eh bien, ces dépôts amyloïdes, on retrouve exactement les mêmes au niveau de l'intestin. Donc, on imagine que peut-être ces dépôts naîtraient au niveau de l'intestin et migreraient ensuite dans le cerveau pour aboutir au développement d'une maladie d'Alzheimer. Parlons maintenant d'une autre spécialité, la rhumatologie, et notamment des maladies inflammatoires rhumatologiques. Et nous commençons par une question de Marc qui vous demande « J'ai une spondylarthrite ankylosante. Pouvez-vous me dire quel est le rôle des virus dans le microbiote et y a-t-il un moyen de se débarrasser de ces virus ?» Que ce soit la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, et notamment le microbiote intestinal. Pour répondre à la question précisément de Marc, il n'y a pas de virus incriminé dans la SPA, mais, donc SPA pour spondylarthrite ankylosante, mais par contre on sait que certaines bactéries dont je vous épargne le nom ont un taux trop élevé et que ce taux est corrélé à l'activité de la maladie. C'est-à-dire plus vous avez cette bactérie en quantité importante dans votre sang et dans vos selles, et plus votre maladie est active. Donc ça veut dire en clair que on pourrait imaginer qu'avec l'étude du microbiote fécal, quand ce sera parfaitement au point, on puisse à la fois faire le diagnostic, le suivi du patient, et aussi, en modulant donc son microbiote à l'aide de probiotiques et de prébiotiques, eh bien, de réguler tout ça et de participer à l'amélioration de sa maladie rhumatologique. Alors il y a une deuxième maladie rhumatologique dans laquelle la dysbiose est impliquée. C'est la polyarthrite rhumatoïde qui touche 1% de la population.
historiquement, on s'est intéressé aux bactéries de la bouche puisque les patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde avaient une atteinte des gencives plus importante et plus fréquente, une parodontite. Donc au début du XXe siècle, on arrachait les dents des patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde en espérant une amélioration. Et donc, cette pratique a évidemment été arrêtée parce que c'est quand même extrêmement agressif. Si on regarde des éléments plus récents, on s'est aperçu qu'il y avait des bactéries opportunistes, c'est-à-dire des bactéries qu'on a dans la bouche, mais qui vont devenir à un moment donné pathogènes. Eh bien, ces bactéries, on les retrouve dans le liquide articulaire des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde. Voilà, donc le lien entre les bactéries de la bouche qui vont passer dans l'intestin, puis dans l'articulation, avec cette découverte, est tout à fait avéré. Nous avons une autre question qui vous a été posée par Fabienne. Est-ce que dans la fibromyalgie, il y a des problèmes de microbiote? C'est tout à fait exact. Alors, la fibromyalgie, c'est une cause extrêmement fréquente de douleurs chroniques de l'adulte et sa prévalence est beaucoup plus élevée que ce qu'on pense, puisqu'on estime que c'est 2 à 4% de la population. D'ailleurs, si vous interrogez autour de vous, vous observerez qu'il y a de vos amis, donc c'est surtout les femmes qui sont touchées, qui se plaignent de douleurs diffuses au niveau de la racine des articulations. Et la plupart de ces personnes-là ne sont pas des personnes qui se plaignent spécialement, mais c'est des personnes qui ont une fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est donc une perception de la douleur qui va être modifiée, c'est-à-dire que les neurones vont envoyer des informations qui vont être ressenties comme douloureuses à partir des tendons notamment. Alors, on a étudié du coup, évidemment, le microbiote, puisque c'est le patron du corps humain, et il s'est avéré qu'il y avait une vraie corrélation entre notre microbiote et notre sensation douloureuse. Il y a notamment une étude canadienne qui a démontré qu'il y avait une signature microbiotique spécifique au cours de la fibromyalgie, et que les personnes qui avaient la fibromyalgie, dans 90% des cas, avaient un phénotype dysbiotique, donc un microbiote particulier qui signait en quelque sorte la maladie et qui pourrait donc à la fois permettre de diagnostiquer la maladie, parce que je rappelle ici que la difficulté c'est le diagnostic, puisqu'il n'y a aucun examen d'imagerie, scanner, IRM ou autre, qui permettent de dire que vous avez une fibromyalgie. Donc le microbiote pourrait être un marqueur absolument déterminant dans le diagnostic de cette maladie et dans la prise en charge thérapeutique. Nous avons donc un microbiote intestinal, buccal, mais aussi vaginal. Pouvez-vous nous parler de la relation éventuelle entre le microbiote du vagin et les infections vaginales? Les selles constituent une source d'infection pour le vagin, pour des raisons évidemment anatomiques. D'ailleurs, je vous rappelle que dans l'épisode 1, lorsque on a parlé du microbiote intestinal d'une façon générale, je vous ai indiqué que le microbiote du nouveau-né se constituait au moment de l'accouchement et au moment de l'expulsion. Je vais vous donner 2 exemples d'infections qui sont particulièrement fréquentes chez la femme. Il faut savoir que le vagin est colonisé dans 20% des cas par un champignon, le Candida albicans, notamment en cas de grossesse, de prise d'antibiotiques ou de diabète. Ça va aboutir au développement d'une infection qu'on appelle la vulvovaginite. Deuxième infection fréquente ou déséquilibre de la flore vaginale, c'est la vaginose qu'on voit chez des femmes qui ont plutôt un nombre important de partenaires sexuels et cette vaginose favorise la contamination par le VIH. Donc le traitement de la vaginose est parfois compliqué et il y a eu un grand essai incluant plus de 500 femmes qui a prouvé que en donnant des probiotiques et en rééquilibrant donc le microbiote intestinal de ces femmes, on rééquilibrait également leur flore vaginale et donc on arrivait à ainsi guérir en quelque sorte la patiente. Comme vous pouvez le constater, les relations entre le microbiote intestinal et les différents organes sont multiples. Tous les organes sont concernés et j'espère vous avoir convaincu que le microbiote intestinal était le patron du corps humain. On pourrait parler aussi de l'acné par exemple. On n'a pas eu le temps, mais on pourrait en dire 2 mots. On sait que chez les jeunes filles ou jeunes hommes qui ont de l'acné, il y a plus de troubles psychologiques. On sait qu'ils ont un taux plus élevé de SIBO, dont on a déjà parlé, ou de syndrome de l'intestin irritable. On retrouve également
les fameux lipopolysaccharides, vous savez, ces substances toxiques qui passent en cas d'hyperperméabilité intestinale, ils ont des taux, les patients qui ont de l'acné ont un taux plus élevé de ces substances-là. Donc voilà, là aussi, dans l'acné, eh bien, c'est pas que les hormones, mais c'est aussi le microbiote. Oui, c'est absolument passionnant de se dire que quasiment toutes les maladies survenant chez l'homme sont dues à un déséquilibre de notre microbiote intestinal. Un auditeur nous pose d'ailleurs la question suivante. Existe-t-il un examen me permettant de connaître la santé de mon microbiote ? Le microbiote intestinal est parfaitement connu maintenant, avec les moyens de recherche dont on dispose, mais à l'échelon individuel, en pratique courante, non, on n'a pas ce test-là. Il existe des tests proposés par les laboratoires, mais ces tests ne sont pas fiables, ils sont coûteux, ils recherchent qu'un certain nombre de bactéries, et donc pour l'instant, on ne peut pas les utiliser en pratique courante, donc non, pas pour le moment. D'accord, mais en attendant, pouvez-vous nous dire ce qu'il faut faire pour avoir un microbiote intestinal le plus équilibré possible ? En préambule, on peut préciser que 2 paramètres interviennent pour avoir un microbiote équilibré. 2 paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est le fait d'être né par voie basse. Si vous naissez par voie basse, vous avez un microbiote plus équilibré, plus diversifié. Et puis, deuxième chose, l'allaitement maternel pendant 1 an est un autre paramètre. Et lorsque le nouveau-né puis le nourrisson sont allaités par cette voie, ils vont de ce fait avoir un microbiote riche en bifidobacterium et un microbiote qui va aider à développer un système immunitaire performant grâce notamment aux facteurs de croissance. Parfois, pour des raisons X ou Y, mécaniques notamment, la femme ne peut pas allaiter. Donc à ce moment-là, elle peut utiliser des laits enrichis en prébiotiques qui existent actuellement et qui pourront donc donner un lait équilibré au nouveau-né. Donc ces 2 points-là, on ne peut rien y faire, évidemment. On a eu la chance ou pas d'avoir ces 2 supports pour un bon microbiote. Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour avoir un bon microbiote ? D'abord, utiliser les antibiotiques en cas d'infection avérée. On voit parfois des patients qui ont pris, pas de leur fait nécessairement, trop d'antibiotiques ou des antibiotiques pour des raisons non justifiées. On sait que les antibiotiques vont entraîner une dysbiose. Cette dysbiose va être régressive, en moyenne en 1 mois, selon le degré de résilience de votre microbiote. Je vous conseille également d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Alors évidemment, ne pas consommer d'aliments ultra transformés, mais il faut beaucoup consommer de légumes, de fruits et de céréales, c'est-à-dire quelque chose qui est préconisé dans le régime méditerranéen. En ayant une alimentation riche en fibres alimentaires, vous allez avoir un microbiote qui va être plus varié et qui va être plus résilient, c'est-à-dire qui va être plus capable de résister aux agressions. En plus des éléments que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire les légumes, les fruits et les céréales, il est important d'avoir un apport suffisant en prébiotiques. Ce sont ces composants alimentaires non digestibles qui vont favoriser le développement des bactéries bénéfiques, donc des bonnes bactéries. Donc vous allez les trouver dans l'ail, dans l'oignon, dans l'artichaut, dans le froment, dans le pain au levain, dans les poireaux, topinambour aussi, ou chicorée par exemple. Donc essayez d'introduire ou d'inclure dans votre alimentation ces aliments-là. On connaît bien maintenant l'impact de l'alimentation sur notre microbiote. On a étudié différentes populations, différentes ethnies, et on sait que les Danois n'ont pas le même microbiote que les Français, qui eux-mêmes n'ont pas le même microbiote que les Russes. Donc l'alimentation va être déterminante dans la formation de notre microbiote. Parallèlement à ces recommandations alimentaires, on peut bien sûr prendre des probiotiques. Alors ces probiotiques, vous pouvez les trouver d'une façon naturelle, donc je ne vais pas tout vous lister. Je vous rappelle que les probiotiques, c'est des micro-organismes, donc des bactéries vivantes qui vont rééquilibrer le microbiote. Donc ces probiotiques naturels, vous les trouvez dans les yaourts fermentés, vous les trouvez dans les dérivés du soja, vous les trouvez dans la choucroute crue, vous les trouvez dans certains fromages persillés, par exemple le roquefort, vous les trouvez dans les fromages à pâte ferme type camembert, et également vous pouvez les trouver dans le pain au levain. Voilà quelques exemples de probiotiques naturels. Vous avez également les cornichons, les pickles, le kéfir qui est riche en probiotiques. Alors les probiotiques, vous pouvez évidemment, c'est plus simple aussi, moins naturel mais plus simple, prendre des gélules.
Donc là, évidemment, vous en trouvez tout un panel en pharmacie. Et ce qu'il faut surtout, c'est que les gélules contiennent au moins 1 milliard de bactéries par gélule. Maintenant, nous avons une nouvelle question posée par Romain que beaucoup de monde se pose. Faut-il prendre les probiotiques en continu ou pas ? Non, alors moi je préconise pas de les prendre en continu parce que si vous les prenez en continu, on peut imaginer, on n'a pas de recul par rapport à ça vraiment, mais si vous en prenez beaucoup, des milliards et des milliards d'une façon permanente, vous pouvez peut-être déséquilibrer votre microbiote dans le mauvais sens. Donc moi je préconise de les prendre par cure de 30 jours tous les 3 mois. Et point important, de varier le probiotique que vous prenez en changeant les différentes espèces utilisées. Les probiotiques sont donc une aide intéressante pour équilibrer notre microbiote. Il y a également d'autres possibilités thérapeutiques pour équilibrer le microbiote. Par exemple, le SIBO, dont on a déjà parlé dans un épisode. On sait qu'un antibiotique, la rifaximine, va réduire la pullulation de bactéries dans l'intestin grêle et donc rééquilibrer le microbiote de l'intestin grêle. Le problème, c'est que ça a un effet transitoire et que, en général, la pullulation continue à perdurer à long terme. Et puis enfin, bien évidemment, comment peut-on modifier le microbiote ? C'est la fameuse transplantation de microbiote fécal. Donc, cette transplantation consiste à prendre des selles d'un donneur ou de plusieurs donneurs et de les mettre chez un receveur. Comment le receveur les reçoit ? Soit par lavage gastrique, soit par coloscopie, soit par lavement rectal. Alors aujourd'hui, il y a une espèce de fantasme, si je puis dire, sur la transplantation fécale, puisque les patients ou patientes pensent que ça pourrait un peu régler tous les problèmes digestifs, mais pas que. À ce jour, il y a une seule indication validée, les infections récidivantes et graves à Clostridium difficile, qu'on appelle maintenant Clostridie difficile, qui est une bactérie qui va proliférer chez certaines personnes. Dans la maladie de Crohn, il n'y a pas d'indication. Dans la rectocolite hémorragique, non plus. Et dans les maladies rhumatologiques ou neurologiques, encore moins. Alors évidemment, il y a énormément de recherches sur ce sujet. Et à terme, on peut imaginer que les indications augmenteront. Mais il faut rester prudent, puisqu'on a besoin d'une validation scientifique formelle. Et on a besoin d'être sûr qu'on ne fait pas courir de risques aux patients à long terme. Merci Dr Bérébi. Le dernier épisode de cette saison a vraiment été passionnant. Vous nous avez fourni énormément d'explications très claires et instructives concernant la relation très étroite entre notre santé et notre microbiote intestinal. Je voulais vous remercier pour cette collaboration qui m'a beaucoup appris et je suis sûre qu'il en est de même pour nos auditrices et nos auditeurs. Pendant l'été, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter les 14 autres épisodes de Merci Docteur sur les plateformes de streaming habituelles, mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Dr William Bérébi, première chaîne consacrée aux pathologies digestives sur laquelle vous trouvez également toutes ces émissions télé. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous. Dr Bérébi, la conclusion vous revient. Merci beaucoup Clara. J'espère tout au long de ces 16 épisodes vous avoir donné le maximum de conseils utiles pour votre santé et vous avoir fait découvrir à quel point la gastro-entérologie était une spécialité variée. J'espère aussi vous avoir fait découvrir que le patron du corps humain n'est pas le cerveau, mais plutôt l'intestin. Nous avons commencé ce podcast en toute humilité, sans savoir s'il allait rencontrer un succès d'estime ou un succès plus large. Les écoutes sur les différentes plateformes de streaming nous ont montré que le podcast était apprécié et que les problèmes digestifs étaient un sujet qui vous intéressait beaucoup. Le confinement que nous avons tous vécu, à des degrés divers, a permis de développer ma communauté, notamment Instagram, à travers notamment la story en live que j'ai instituée tous les mercredis pour pouvoir répondre aux patients et aux patientes, puisque l'accès aux médecins spécialistes pendant cette période était impossible. Au fur et à mesure des semaines, j'ai d'ailleurs reçu des questions de plus en plus variées, de plus en plus personnelles et de plus en plus nombreuses. Et je vous remercie tous d'avoir adhéré avec autant d'enthousiasme à cette idée.
ma communauté s'est considérablement développée au cours des derniers mois depuis le début du podcast, notamment sur Instagram, et c'est une grande satisfaction pour moi. Je voudrais remercier Clara qui m'a accompagné et interviewé pendant toute cette saison. Je voudrais aussi remercier Julien qui a enregistré et monté tous les épisodes avec une qualité sonore top et une grande disponibilité. Pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de votre microbiote intestinal. Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous à la rentrée.